Eh bien, je vois que le minuteur est parti, donc on va commencer sans plus tarder. Vous êtes sur la table ronde qui concerne le sujet le plus important, la santé des femmes. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher pour nous entendre mieux. Donc, le 6 mai 2025, la défenseur des droits a publié un rapport sur le système de santé dans lequel elle met en évidence les discriminations qui existent dans notre système vis-à-vis des personnes de nationalité étrangère, vis-à-vis des personnes en situation de handicap, des consommateurs de drogue, des sans-abri, mais aussi des femmes. Les mécanismes de discrimination que subissent les femmes dans leur parcours de santé sont bien identifiés et documentés et corroborés d'ailleurs par une enquête que la Fédération hospitalière de France a commandée récemment et qui a été réalisée par Ipsos. Fondée sur des stéréotypes sexistes qui sont basés sur des siècles d'histoire et qui sont amplifiés par le fait que la médecine a été pensée plutôt par des hommes, les biais de genre en santé ont un impact sur le diagnostic, sur la prise en charge, mais plus généralement sur le parcours des soins des femmes. Ces discriminations, elles se traduisent par une minimisation des symptômes et de la douleur des femmes, par des refus ou des retards dans les prescriptions des examens, par des erreurs de diagnostic, des traitements inadaptés, voire même des interventions non désirées. En termes de santé publique, la recherche spécifique sur la santé des femmes est très rare, donc on manque de données et de connaissances vraiment pointues sur le sujet, et donc on a en conséquence des diagnostics tardifs, des effets secondaires accrus, des errances médicales et une absence de traitement vraiment adapté. Cette invisibilisation médicale, je savais que j'aurais du mal. Cette invisibilisation médicale a des conséquences délétères sur la qualité de vie des femmes et elle amplifie le cercle vicieux qui fait que parfois certaines femmes renoncent à prendre soin de leur santé. Les hôpitaux et plus spécifiquement les CHU ont un rôle à jouer pour accompagner les femmes dans cette lutte contre les discriminations, pour les soutenir et pour construire avec elles et pour elles des réponses qui soient vraiment dédiées, adaptées à leurs besoins. Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre en valeur 3 équipes qui, au sein de nos CHU, sont déjà engagées pour la santé des femmes. Nous écouterons tout d'abord le docteur Léa Delbos qui nous présentera un projet de soins pour une prise en charge globale de l'endométriose qu'elle développe au CHU d'Angers. Je passerai ensuite la parole au docteur Chloé Guichetot qui travaille au CHU de Rennes. Elle coordonne la maison médicale des femmes Gisèle Halimi et donc elle nous présentera cette maison dédiée aux femmes en détresse. Et puis je passerai ensuite la parole au professeur Nicolas Bourdelle qui nous expliquera comment l'innovation et la recherche peuvent permettre d'améliorer les soins délivrés aux femmes. Donc tout de suite, Léa Delbos. Et je pense qu'on va pouvoir... Ça marche. Bonjour à tous et merci Madame Jaglin de m'inviter à parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'endométriose. Donc pourquoi parler d'endométriose? Car c'est un problème de santé majeur avec une femme sur 10 touchée en France. Oui. 7 ans d'errance diagnostique en moyenne et dans bien des cas une pathologie qui va bouleverser toute une vie avec des douleurs chroniques, de la fatigue, mais également un impact sur la vie affective, la fertilité et la vie professionnelle. Donc face à ce constat, un médecin seul dans un modèle classique face à sa patiente ne va pas pouvoir régler l'ensemble des problèmes que va présenter la patiente et donc doit s'entourer d'autres professionnels qui travaillent en équipe, kinésithérapeutes, sexologues, psychologues, mais également médecins de la douleur, nutritionnistes, diététiciens. Et pour ça, pour répondre à ces problématiques, eh bien, à Angers, avec un fort soutien institutionnel, on a pu mettre en place un hôpital de jour endométriose. Donc concrètement, la patiente va venir sur une demi-journée
et va recevoir l'ensemble, va intervenir avec l'ensemble des intervenants nécessaires, va rencontrer l'ensemble des intervenants nécessaires à sa prise en charge, va passer les examens complémentaires et en fin de matinée repartira avec un plan de soins sur mesure, avec l'impression aussi d'avoir avancé dans sa pathologie, d'avoir regroupé ses examens. Et chez ces femmes qui sont actives, qui ont des enfants, eh bien, c'est aussi un gain de temps organisationnel, une limite pour le stress d'aller et venir sur des structures de soins des fois énormes, difficiles de se garer, etc. Là, elles sont bloquées sur une demi-journée, mais finalement, ils trouvent un certain confort. Et pour les soignants, et ça, je m'en suis rendu compte en montant cet hôpital de jour, eh bien, c'est énormément de changements aussi. C'est une valorisation de l'activité. On valorise les expertises de chacun, on travaille en équipe, on peut échanger à la fin de la matinée sur notre patiente qui, des fois en consultation, nous met dans la difficulté. Là, en équipe, on est tout de suite plus fort et on peut lui trouver des solutions. Et ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler comme ça. Le petit bonus, c'est que ça va en plus valoriser financièrement certains intervenants, comme les diététiciens ou les psychologues, pour lesquels l'activité est un petit peu moins financièrement valorisée habituellement. Le deuxième levier qu'on a mis en place, c'est l'éducation thérapeutique de la patiente. En effet, probablement vous connaissez déjà l'éducation thérapeutique, et donc ça s'applique à toute pathologie chronique. Et le but, c'est, sous forme d'atelier de groupe, donner les clés à la patiente pour mieux comprendre et mieux vivre ainsi sa maladie. On utilise des moyens pédagogiques assez ludiques, et les patientes se retrouvent en groupe. Et encore hier soir, j'en parlais, j'animais un groupe d'éducation thérapeutique, et les patientes sont assez satisfaites de ce système-là. Elles se retrouvent en groupe, elles partagent leur expérience. Et ainsi, elles peuvent gagner en autonomie, gagner en assurance et donc en qualité de vie par rapport à leur pathologie. Le dernier levier a été de mettre en place des groupes de parole. Parce que c'est une maladie dont on parle de plus en plus, mais dont on ne parle pas trop encore dans le monde professionnel. Les patientes se trouvent quand même très souvent isolées, on s'en rend compte, demandent d'interagir avec d'autres patientes. Et donc, on a mis en place des groupes de parole encadrés par une psychologue qui a été employée par le CHU pour cette activité-là, donc formée à l'endométriose, et permet ainsi de les encadrer et de les aider à avancer. De plus, on accueille les associations de patientes, puisque EndoFrance fait une vacation, une permanence dans le CHU, pour que les patientes puissent prendre contact directement avec l'association de patientes et ainsi se mettre en relation directement pour pouvoir avoir la suite immédiatement après. Donc, tout ce que je vous présente, on l'a adapté à l'endométriose, mais bien entendu, ça peut s'adapter à n'importe quelle autre pathologie de la femme. Ça peut s'adapter aux mutilations sexuelles, à l'infertilité, à la prise en charge du fibrome, du prolapsus, etc. On peut décliner ça à l'infini. Mais en conclusion, je pense que ce qui est important, c'est de remettre la patiente au centre du soin. C'est notre responsabilité à nous, soignants, de travailler avec les institutions pour mettre en place ces structurations de soins et que la patiente soit au centre et que nous adaptions le soin à la patiente et pas l'inverse. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Chloé Guichetot, vous avez vous coordonnez à Rennes la Maison des Femmes Gisèle Halimi. Racontez-nous ce beau projet. Merci du coup de me permettre de parler de la Maison des Femmes. La Maison des Femmes, du coup, c'est un projet à Rennes qui a ouvert. Donc, on peut voir ici la Maison des Femmes en novembre 2023. On a choisi une construction modulaire, comme vous pouvez le voir, pour ouvrir rapidement, du coup, ce dispositif dédié aux femmes victimes de violences. C'est un projet qui est innovant à Rennes dans le sens où ça allie du coup le projet des maisons des femmes santé sur le territoire qui répondent au cahier des charges de l'ARS maintenant. Ces maisons des femmes santé, alors on peut passer juste à je peux passer à la diapo suivante. Elles sont sur le modèle des maisons des femmes du collectif Restart, dont la première maison des femmes est celle de Saint-Denis. Elles sont souvent composées de 3 unités, comme vous pouvez le voir, les centres d'IVG et de santé sexuelle, parce que c'est une grosse porte d'entrée des femmes victimes de violences. Elles ont souvent une unité dédiée à la prise en charge des femmes victimes de violences, de toute forme de violence, et elles s'associent aussi à une unité dédiée aux femmes victimes de mutilations génitales féminines.
Donc le projet Rennais, il est particulier dans le sens où ça a été un coportage très fort entre le CHU et une association qui s'appelle l'ASFAT, qui est une association militante féministe sur le territoire rennais depuis longtemps, qui a un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales et une ligne d'écoute. Ils tiennent la ligne d'écoute départementale pour réaliser les mises en sécurité des femmes en danger. Et puis, ça a été largement soutenu par la ville de Rennes. Donc, c'est en ça que c'est un projet qui est assez particulier pour un CHU. On peut avancer un tout petit peu. L'objectif, en effet, c'est un lieu guichet unique où on va pouvoir rentrer, peu importe d'où on arrive, quel type de partenaire nous adresse, que ce soit des professionnels de soins ou des partenaires associatifs du territoire où on peut venir comme on est. On a des agents d'accueil communs avec cette association. On a une communication commune que vous pouvez voir là et une offre transversale commune à la structure. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que cette association, elle a un accueil de jour dans la structure qu'on peut voir ici, où ils ont un espace cuisine, buanderie, douche, voilà, ce genre de services qu'ils peuvent proposer, et ils font de l'écoute sans rendez-vous, ce qui est pour nous difficile à réaliser en tant que professionnels de soins, étant donné la forte demande qu'on a. Et nous, on va pouvoir proposer deux types d'activités. Une des activités principales, c'est la réalisation de certificats médicaux dans le cadre du recueil de preuves sans plainte, puisque quand il y a une preuve, c'est la médecine légale qui fait ces certificats médicaux. Et l'autre activité principale, c'est les parcours de soins coordonnés. Donc on va coordonner, c'est exactement ce que tu disais Léa tout à l'heure, du coup pour que la femme soit au centre de la prise en charge. On va faire beaucoup de psychoéducation, notamment sur le psychotraumatisme et l'explication des symptômes psychotraumatiques. C'est une soignante, une sage-femme ou un médecin qui va coordonner le parcours de soins. Donc cette femme, elle va pouvoir voir dans la structure un médecin généraliste, une sage-femme, un psychiatre, une infirmière en addictologie, une sage-femme sexologue, des conseillères en vie affective et sexuelle qui sont des conseillères du planning familial 35 de l'association. Et ensuite, elle pourra bénéficier également de l'offre transversale, des groupes de parole, des ateliers thérapeutiques de reconstruction de l'estime de soi. On va avoir de la sophrologie, du yoga, de l'art-thérapie, du théâtre, du karaté. Et également tout ce qui est permanence juridique. Donc on a les associations du territoire comme France Victime, donc SOS Victime 35 à Rennes, qui interviennent avec des juristes. On a les avocats avec le groupe de défense des victimes du barreau de Rennes. Et on a le CIDFF qui viennent aussi faire des permanences juridiques sur la partie du droit civil. Donc les femmes, elles vont pouvoir trouver tout ça dans un même lieu. L'objectif, c'est vraiment d'éviter à la femme de multiplier les démarches et de pouvoir trouver l'ensemble de ce dont elle a besoin. Alors on n'est pas exhaustif, mais en tout cas un maximum de choses au même endroit et lui éviter ce parcours-là. Voilà, c'est en ça que du coup le projet Maison des femmes, il a du sens aujourd'hui. Et de part, il faut quand même le dire, des conséquences très très importantes qu'ont les violences en fait sur la santé des femmes. C'est un enjeu de santé publique majeur. Les femmes, d'après l'OMS, elles perdent quand même 1 à 4 années de vie en bonne santé, ce qui est quand même énorme. Et voilà, je passe du coup toutes les conséquences sur la santé, bien sûr, que vous connaissez, mentale, gynécologique, reproductive, sexuelle, l'impact social également, bien sûr, et les conséquences sur les enfants. Voilà. Bravo pour votre engagement. Professeur Nicolas Bourdelle, vous allez nous raconter une expérience assez différente puisque vous allez nous parler d'un projet de recherche, mais qui est également dédié à la santé des femmes. Oui, on s'éloigne un peu des deux thématiques d'avant. Et là, alors ça, vous avez sur la diapo la Shurgard, qui est une start-up. Alors, start-up comme ça, on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait là dans le stand CHU, parce que les startups, ça ne fonctionne pas vraiment comme un CHU. Ce n'est pas le même écosystème, ce n'est pas le même financement, ce n'est pas la même agilité, ce n'est pas la même durée de vie aussi pour la majorité d'entre les startups. Et puis, startup et santé des femmes, c'est assez antinomique, parce que l'investissement dans les startups à l'heure actuelle, en France et encore plus dans le monde, pour les pathologies féminines, il représente quasiment rien par rapport aux pathologies uniquement hommes et qui concernent l'homme et la femme en général. Donc l'investissement en lui-même aussi sur les startups
il pâtit du fait qu'on va s'orienter sur une pathologie qui est uniquement dédiée aux femmes. Alors, moi, je suis là un peu pour témoigner de notre parcours en tant que start-up avec le CHU, essentiellement le CHU de Clermont-Ferrand. Alors, pour la petite histoire, nous, on a commencé à travailler sur la réalité augmentée en chirurgie mini-invasive. Donc, la chirurgie mini-invasive, ça se pratique avec une caméra et de petites incisions. Et puis, la chirurgie mini-invasive, au départ, elle est née essentiellement en gynécologie à Clermont-Ferrand, avec notamment le soin des grossesses extra-utérines, une pathologie très fréquente à l'heure actuelle dans le monde, et les premières grossesses extra-utérines ont été traitées à Clermont-Ferrand. Donc il y avait vraiment un historique d'innovation de la chirurgie mini-invasive. Et puis un jour, il y a Adrien Bartoli, qui est un professeur de vision par ordinateur, qui est à l'université de Clermont-Ferrand, qui est venu nous voir et qui est venu nous dire, en fait, vous utilisez une caméra pour la chirurgie, et moi, je peux aider à analyser ce signal parce que l'œil humain ne voit qu'une partie de ce qui est visible sur cette caméra. Ça a débuté comme ça. Moi, j'ai fait ma thèse d'université sur la vision par ordinateur. Je suis parti aux États-Unis aussi travailler là-dessus. Et puis après est venu le temps d'essayer de valoriser en fait cette invention. Il y a un, voire plusieurs brevets qui ont été déposés, notamment avec le CHU de Clermont-Ferrand. Et puis, on a commencé à se dire, il faut valoriser cette innovation qui était dédiée à la chirurgie de la femme, puisque nous, ce qu'on veut traiter, c'est essentiellement les fibromes et l'endométriose chez la femme. Et on a été lauréat ILAB. Donc, lauréat ILAB, c'est un soutien de la BPI notamment, avec le soutien du CHU. Et on a créé notre start-up Shergar, qui était donc initialement dédié à des solutions de réalité augmentée pour la chirurgie mini-invasive utérine. Et toute l'histoire a commencé là. Et puis avec le CHU de Clermont-Ferrand, on a initié et renforcé nos liens. Et le CHU de Clermont-Ferrand a été un des premiers CHU à participer, à entrer au capital d'une entreprise. Ça ne s'est pas fait forcément de manière tout à fait fluide au départ, mais on a pu avoir à la fois l'université Clermont-Auvergne et le CHU de Clermont-Ferrand au capital de l'entreprise. Alors c'est allé un petit peu plus loin, puisque moi je suis mis à disposition en partie vers la start-up, et la start-up rembourse mon salaire, une partie de mon salaire de PUPH, pour que je puisse participer à la direction de l'entreprise. Alors ça va un petit peu plus loin parce que c'est lié à la loi Pacte. Et j'ai le droit de prendre ce rôle-là parce que je suis un des inventeurs qui a déposé le brevet au sein du CHU qui concerne donc la réalité augmentée pour la chirurgie. Donc l'histoire, elle a commencé comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, vous voyez là qu'il y a des exemples d'appels à projets qu'on a réussi au niveau européen. Donc des projets, par exemple, H2020, c'est un projet qui est financé à plus de 5 millions d'euros pour le machine learning en endométriose. Vous avez des appels à projets France 2030 avec d'autres CHU en France. Donc on essaye d'être extrêmement vertueux en termes de soins, mais aussi évidemment de retour sur investissement d'une partie de l'investissement public dans la recherche. Bien sûr que nous, le modèle économique, il va être aussi de reverser une partie de nos bénéfices au CHU de Clermont-Ferrand et à l'université pour qu'il y ait un juste retour dans l'innovation. Alors c'est un système qui est assez bien établi, notamment dans les pays anglo-saxons, mais en France, nous, c'est encore difficile à établir, et je pense qu'on a là un système vertueux. Alors encore une fois, nous, on travaille essentiellement sur des solutions dédiées aux soins de la femme. On a maintenant notre premier produit qui est marqué CE, donc c'est un dispositif médical qui a à la fois un logiciel et un hardware qui est dédié à la chirurgie des fibromes et de l'adénomiose. L'adénomiose, c'est de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. Et donc, le principe de notre technologie, c'est qu'en fait, on va prendre le scanner ou l'IRM des patients ou des patientes, on va faire un jumeau numérique de cet organe, spécifique bien évidemment du patient et de la patiente qu'on va opérer, et on va le fusionner en temps réel avec la vue péropératoire. Ça veut dire qu'on va brancher l'ordinateur que vous voyez, là, la colonne, sur la colonne de laparoscopie ou le robot que vous avez au bloc opératoire, et le logiciel, aidé bien sûr par l'ordinateur, va fusionner les deux vues, et vous voyez en haut à gauche la réalité augmentée. Je ne sais pas si ça tourne le film, mais peu importe.
Donc on voit la tumeur à l'intérieur de l'organe. Ça veut dire que c'est comme si on rendait visible l'invisible. On voit la structure anatomique des organes pendant qu'on opère. Ça veut dire qu'on guide le chirurgien pour un geste plus sûr, plus rapide et plus efficace. Et là, encore une fois, notre premier objectif, ça a été les fibromes et les myomes et l'adénomyose, donc vraiment une pathologie évidemment spécifiquement féminine, ce qui n'a pas été très facile à défendre au départ, de s'orienter uniquement vers ce type de pathologie, parce que nous, l'essentiel après comme start-up, c'est d'aller chercher des fonds, et les fonds d'investissement, ils ne sont pas tout à fait prêts des fois à investir dans une solution qui va au départ être uniquement dédiée aux femmes. Mais bien sûr, maintenant, on développe des produits qui sont dédiés à la chirurgie du foie, donc l'hépatectomie partielle, la néphrectomie partielle, donc dans le cancer du foie et dans le cancer du rein. Et vous voyez là ou pas, bon, vous ne verrez pas, mais vous pouvez le retrouver sur notre site, et puis on est situé là-bas aussi. Donc c'est vraiment le développement de solutions de réalité augmentée avec un historique, encore une fois, de collaboration, CHU, notre SAT, l'Université d'Auvergne, la flexibilité et l'agilité qu'ont eu chacun des partenaires pour pouvoir vraiment développer ce type de solutions dédiées à la chirurgie mini-invasive. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement respecté le temps, ce qui nous laisse un temps d'échange avec la salle si vous souhaitez poser des questions. Et moi, j'en ai une pour vous trois. C'est comment vos projets ont été reçus dans les institutions auxquelles vous appartenez. C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû vous battre pour réussir à construire ces projets dédiés aux femmes, ou est-ce que finalement ça s'est passé comme une lettre à la poste? Quels sont les leviers que vous avez utilisés? Eh bien, pour ma part, je parle en présence de ma directrice générale. Mais ma réponse, globalement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes à proposer le projet, à ce qu'il soit validé. Après la mise en application du projet, là, eh bien, il faut gérer avec les contraintes qu'on va avoir organisationnelles, de RH. Et c'est là où finalement je rencontre encore un petit peu plus de difficultés pour la mise en application du projet. Mais finalement, l'institution a été vraiment très, très facilitatrice dans la mise en place initiale et nous a accordé des temps RH quand même tout à fait acceptables. Donc non, je peux pas vraiment critiquer les difficultés de mon côté. Et dans le service? Alors dans le service, forcément, il y a des freins. Forcément, on trouve des réticences à chaque innovation. Hein. Ça, je pense que dans n'importe quel domaine, que ce soit dans des choses plus poussées comme l'intelligence artificielle ou comme ce soit la mise en place d'un soin de type nouveau par rapport à notre activité standard de gynécologie qui ne connaît pas franchement l'hôpital de jour, mais ça s'applique à plein d'autres pathologies chroniques, donc pourquoi pas en gynécologie finalement. Et oui, mais ça demande une éducation du personnel, une éducation des collègues, une éducation des internes, mais je pense que rien n'est irrévocable. Comme tout le monde est gagnant, je pense, dans ces systèmes de soins, les gens ils trouvent quand même l'avantage et donc jouent le jeu. Alors, faut que je sois honnête ou... Ouais. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. L'acculturation au départ CHU Startup, c'était pas du tout naturel, quoi. Ça le reste pas dans la majorité des CHU, je pense, surtout avec ce type de montage, parce qu'il y a une implication financière, il y a une implication organisationnelle, il y a bien sûr l'organisation de commissions de déontologie, il y a bien sûr un objectif de partage de valeur, il y a un objectif de redistribuer des dividendes, donc tout un discours qui n'est pas du tout naturel. Et puis il y a une implication juridique qui est majeure, il y a des négociations de contrats, il y a des négociations de statuts. Donc là, alors moi je suis... Évidemment, il a fallu que moi-même j'ai une acculturation à ce milieu-là, puisqu'au départ je suis PUPH et je n'avais pas cette culture-là. Mais dans le monde des startups, il y a quand même une certaine entraide, on arrive à... Et puis bien sûr, quand c'est son projet personnel, on arrive aussi à avoir une certaine flexibilité dans la façon de gérer. Après,
c'est, je pense, essentiel dans l'innovation aujourd'hui si on veut que les CHU, qui sont les acteurs majeurs de la santé en France, veulent s'impliquer dans l'innovation en général. C'est absolument essentiel. Donc ça, des deux côtés, il doit y avoir une ouverture qui fait qu'on aide ces projets-là parce que d'autres pays le font, parce qu'on a notre rôle à jouer, parce que la qualité de la prise en charge chirurgicale, c'est un vrai patrimoine français et il faut qu'on puisse le valoriser. Et l'implication Startup Nation, peu importe, mais elle a quand même un peu changé la vision. Mais de passer de la suspicion à la bienveillance, c'est quand même une marche qui n'est pas naturelle au départ. Donc voilà, ça a été un combat au départ. Maintenant, je suis là, ça veut dire qu'il y a forcément un bénéfice pour tout le monde, mais évidemment que ça demande, encore une fois, une adaptabilité de tout le monde. Vous parliez de partage de la valeur. Est-ce que votre start-up, elle dégage des bénéfices aujourd'hui ? Non, et elle n'est pas prête d'en dégager. Les startups, c'est pas parce qu'on réussit pas bien, hein, c'est que une start-up dans le dispositif médical, avant qu'elle soit rentable, il faut au moins, alors sauf si on parle de solutions digitales qui sont facilement accessibles, ou c'est pas un dispositif médical, souvent la rentabilité c'est 10 à 15 ans. On met à peu près le temps d'avoir le marquage CE, c'est-à-dire d'arriver sur le marché avec un produit, une idée surtout extrêmement innovante et disruptive, on met au moins 5 ans. Donc on sait que déjà pour arriver sur le marché, il faut 5 ans. Après, vous vous rendez bien compte que si vous avez un produit à vendre au CHU, vous n'allez pas avoir le CHU et une semaine après, il vous fait le chèque, évidemment. Mais les structures privées aussi. Donc le développement marché, l'acculturation des praticiens aussi à des technologies nouvelles, elle est très longue. Donc la rentabilité, c'est pas pour juste demain, c'est pour après-demain, mais elle va arriver. De notre côté, il a fallu un petit peu de temps pour s'ancrer sur le territoire. Il faut, je pense, une équipe de personnes bénévoles et motivées au départ au sein du CHU. Il faut rencontrer chaque acteur du territoire, les associations, et puis il faut faire preuve d'humilité parce que du coup on arrive avec quelque chose de nouveau. Donc les associations, elles n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. Et puis au fur et à mesure, on embarque les uns et les autres dans le projet. Au niveau de la direction, on a eu vraiment beaucoup d'encouragement et ça c'était vraiment très appréciable. Les difficultés, elles étaient plutôt financières parce que forcément l'ARS au départ, ils ont lancé un appel à projet, puis une MIG, puis peu de sous, et comment on va faire avec un projet aussi ambitieux et finalement peu de sous. Donc après, ça a été l'enjeu des fonds privés, comment un CHU utilise des fonds privés aussi et comment c'est possible, quel modèle on va pouvoir du coup mettre en place sur cette base. Donc je dirais que nos difficultés, elles étaient plutôt ici. Et puis après, bien sûr, dans le service aussi, il y a des réticences. On va faire du soin avec en même temps que des ateliers karaté, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, donc on a ce genre de petits commentaires, voilà, mais on continue, on sait où on va, donc on avance. Et puis, on a eu quand même beaucoup de soutien et d'encouragement, et de la ville aussi, notamment, qui nous a quand même beaucoup aidés. Moi, si j'ai bien compris, cette maison des femmes, elle est sur le site sud du CHU de Rennes. Donc, dans le projet de reconstruction, elle va aller à quel endroit ? C'est une très bonne question. On n'a pas encore la réponse. Étant donné que c'est un vaste projet, les étapes se font au fur et à mesure. Donc, on va bientôt arriver à l'étape où on va mettre la maison des femmes. Mais voilà, c'est pensé, c'est prévu, mais on ne sait pas encore où. Je me tourne vers la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou avoir une réaction par rapport à nos trois intervenants ? Allez, Véronique. C'est d'abord pour les féliciter toutes et tous, et effectivement pour avoir porté avec la ville et toutes les équipes la Maison des Femmes, et sur le sujet endométriose aussi, ainsi qu'un projet de Living Lab sur la santé des femmes au CHU de Rennes. Je suis vraiment ravie qu'il y ait une table ronde sur ce sujet. Merci Cécile de l'avoir organisé. Le ministre disait ce matin qu'il fallait un plan de soutien spécifique pour la santé des femmes. Donc moi j'ai une question à tous les trois. Comment pensez-vous faire évoluer la culture, y compris celle des professionnels, vous l'avez d'ailleurs tous dit, pour que la santé des femmes soit mieux prise en charge dès le plus jeune âge, donc j'allais dire chez les étudiants de médecine, chez les internes. Alors là, il n'y a pas de doyen à la table ronde, mais
comment faire en sorte de mieux acculturer, parce que même chez les femmes, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes ici et pas beaucoup d'hommes, et chez les hommes, ce sujet est totalement insuffisamment pris en compte. Donc, quels sont pour vous les axes sur lesquels il faut travailler pour que cette culture de la santé de la femme soit vraiment intégrée par tous les professionnels de santé ? Moi, de mon côté, j'ai envie de dire qu'en effet, déjà, les étudiants, c'est extrêmement important. On a fait un cours sur la prévention des violences sexuelles et sexistes aux étudiants là, de 2e année. Et on a encore donc, 250 étudiants dans l'amphi, beaucoup de bruit. On a des étudiants qui nous font des retours en disant c'est n'importe quoi, c'est des faux sujets, ça n'existe pas. Donc on voit à quel point, du coup, les stéréotypes de genre et à quel point c'est ancré dans les mœurs et c'est extrêmement important. Donc il va falloir y aller au fur et à mesure, petit à petit. On ne va pas changer les choses en une seule fois. Et puis on a rencontré la députée là, qui porte le projet sur la soumission chimique là, au mois de mars avec notre directrice de pôle. Et je lui ai redit à quel point c'était important la prévention dès l'école et dès la maternelle sur les violences sexuelles et sexistes. Et donc bon, elle a repris cette proposition là dans les propositions de loi qu'elle fait. Donc il faut commencer par l'école, il faut commencer par la maternelle. Et c'est ça qui est important en tout cas. C'est ce que j'allais dire. Je réfléchissais et effectivement, si ça commence pas à l'école, parce que c'est social et sociétal, hein, c'est pas uniquement chez les soignants, c'est un problème de culture aussi. C'est pas que chez les soignants. Donc clairement, dès l'école, il faut qu'il y ait une sensibilisation et puis il faut que au niveau de l'enseignement, par exemple, l'endométriose, c'est rentré dans le programme des études de médecine extrêmement récemment. Donc, évidemment, il y a un retard qui s'est accumulé. Alors, ce n'est pas le seul retard. Il y a d'autres pathologies aussi sur lesquelles il y a du retard. Mais, effectivement, on a un rôle à jouer sur cette transmission de sensibilité du soin aux femmes en général et probablement dès le plus jeune âge. Oui, et pour finir, pour ceux qui sont déjà sortis de l'école maternelle, peut-être qu'en effet, nos filières de soins, par la formation continue, par retourner voir les professionnels qui exercent déjà, par continuer leur formation. Par exemple, moi je parle pas mal pour l'endométriose, mais je pense que pour les violences faites aux femmes, c'est exactement le même sujet. C'est juste de leur rappeler en effet que ça existe, de rechercher ces symptômes-là chez les patientes, de leur poser des questions, parce que souvent, en effet, il y a des sujets qui ne sont même pas abordés en consultation chez le généraliste. Donc, c'est en effet la formation continue aussi qui compte. Et pour conclure, moi je dirais que la féminisation dans les gouvernances des établissements, que ce soit sur les fonctions de chef d'établissement, mais aussi de président de CME et de doyen, c'est aussi important pour que ces sujets-là soient mis en avant et que nous défendions les projets des professionnels qui nous les proposent. Merci beaucoup. Merci. Merci.